Mesdames, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons parler de pantalons et nous avons la joie, l'honneur de recevoir à notre table mon camarade, parce que je peux dire que c'est mon camarade Julien Scavini, que certains d'entre vous connaissent si vous avez regardé l'émission d'M6 Coups Humains et que beaucoup d'entre vous connaissent si vous suivez la blogosphère sartoriale depuis de longues années. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on se connaît nous deux, ça fait depuis 2009. Alors c'est une longue histoire entre Julien et moi, puisque... alors, au tout début, Julien, je me souviens avoir reçu un message de toi en 2009 en me disant « Je suis architecte » ou « Je finis mes études d'architecte ». C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Tu as fait des études d'architecte. Absolument. Oui. Voilà. Mais j'ai envie de me lancer dans l'art tailleur. Je fais l'académie de... C'était Gilson, tu as fait ? Oui, tout à fait. Oui. Maître Gilson, on oui, l'appelait. André Gilson. Exactement. André Gilson, qui nous a quittés d'ailleurs. Hélas, oui, tout à fait. Et donc, était une académie de coupe, c'est ça ? Alors, on faisait de l'appiessage, c'est-à-dire on apprenait la fabrication. Comment faire à la main. D'accord. Il ne enseignait pas la coupe... précisément, à proprement parler, parce que ça, il y a l'Académie internationale de coupe d'Arroux, Vauclair, qui l'enseigne. Donc lui se concentrait sur le façonnage d'une veste, d'un pantalon, de gilet. Et donc moi je me souviens de cette lettre du jeune Scavini, parce qu'on a quand même 20 ans d'écart, hein, je pourrais être son père, me disant « Monsieur Jacomet, je vais lancer un blog qui s'appelle toujours d'ailleurs Stiff Collar, donc col raide, c'est ça ? Col dur, exactement. Col dur, exactement. Et donc on a démarré, moi j'avais démarré PG en janvier 2009 et toi tu as démarré en septembre, je pense. Ouais, donc on est un peu... Alors évidemment toi tu n'as encore que 35 ans, tu étais un gamin quand tu as démarré. On fait un peu partie des grands anciens de la blogosphère française puisqu'on a été parmi les tout premiers. Oui, je crois que Simon Cranton en Angleterre, Permanent Style, a démarré lui en décembre 2008. Ah, oui. Donc tu vois, on était vraiment dans le peloton de tête. Ouais, alors, exactement. raconte-moi d'abord, j'ai toujours été curieux, on n'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune architecte qui est en train d'être diplômé architecte, subitement bifurque pour devenir tailleur ? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est surtout lié au passage d'un apprentissage intellectuel. Oui. Que l'architecture, c'est surtout apprendre une conception de l'espace ou une conception des mots ou du discours. Oui. Et j'avais envie de passer à quelque chose de plus pratique, en fait. Manuel, plus pratique, d'accord. Et ça, parce que spirituellement, tu trouvais ça plus important de laisser une trace plus importante dans la vie ? J'essaye de comprendre la démarche et la motivation derrière. C'est vrai que moi, l'école d'architecture que j'ai fait en particulier était très orientée déconstructivisme ou pensée très intellectuelle. D'accord. Donc Derrida, Foucault, Deleuze, voilà. Oui. J'appréciais pas beaucoup déjà à l'époque ces lectures-là. Ouais. Et surtout, je suis sorti de l'école en 2008-2009. Oui. Il y avait une certaine crise déjà à l'époque. Alors c'était une crise économique. Ah oui. Donc il y avait la confluence, tu vois, de choses à la fois. Moi, je voulais retrouver quelque chose d'un peu plus manuel après toutes ces études intellectuelles. Oui. Le travail, on ne trouvait pas beaucoup. Et je me suis dit, tiens, le tailleur... Alors pourquoi le tailleur en particulier ? Oui. Parce que je me suis intéressé à la mode masculine, parce qu'il existe un canon, tu sais, dans notre milieu. Oui. C'est-à-dire il existe des manières de faire, des manières de s'habiller. C'est vrai. Et en architecture, il n'y en a plus du tout. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Alors du coup, tu as quelques stars, grands architectes, et tu as une foule d'autres qui essayent de suivre derrière. Oui. Est-ce que chacun doit faire son propre référentiel, ses propres règles, tu vois, sa propre esthétique. Et moi, ça me posait beaucoup de problèmes mentalement, parce que je suis pas un suiveur non plus, mais tu vois, j'étais plus à l'aise dans un cadre de référence, qui en plus à l'époque avait besoin de retrouver un peu de sa grandeur, puisque je me souviens j'ai parlé de ça très de nombreuses reprises avec Lorenzo Cifonelli, qui me disait quand même le métier de tailleur, quand moi je l'ai commencé, alors lui il parlait de ça à la fin des années 90, il me disait, bon, quand j'étais tailleur, c'était pas très prestigieux, parce que ça voulait dire tailleur pour dame ou tailleur pour homme, tu sais, il y avait une espèce... C'est comme les coiffeurs, on disait garçon coiffeur, tu sais, c'est un espèce de métier un petit peu passé, voilà. Mais toi, donc tu recommences, donc tu commences ta carrière de tailleur à un moment où justement ça redémarre un tout petit peu, où il y a des gens comme
moi, comme toi, comme nos amis de chez Bonne Gueule, comme quelques blogs à l'époque, un petit peu aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui essayaient de redorer un peu le blason, sans mauvais jeu de mots, du métier de tailleur. Donc tu redémarres à un moment où finalement, et on s'aperçoit, et toi et moi, avec nos blogs, qu'il y a un intérêt pour ça. Tout à fait, il y a une appétence. Alors, Julien a une particularité, c'est que contrairement à moi, c'est que Julien, il dessine. Et toi, en fait, ton blog n'est fait que de dessins. Alors oui, c'était exactement, parce que en fait, j'avais commencé à faire des dessins avant le blog, parce que quand je fréquentais beaucoup Hackett, mais j'allais un peu chez Façonnable, Old England, tu vois, toutes ces belles marques-là, Ralph Lauren. Quand je voyais quelque chose qui me plaisait, un vêtement, même dans les catalogues, pour le garder en mémoire, j'aimais bien le dessiner. Alors sur mon visage ou sur le visage d'amis, ça m'amusait à portraiturer un petit peu. Et du coup, je me suis mis naturellement à dessiner comme ça, des bonhommes avec des vêtements, avec une ligne un peu pataude à l'époque, qui s'améliorait avec le temps. Et puis du coup, quand j'ai lancé le blog avait pour but de raconter ce que j'apprenais à l'école des tailleurs d'André Gilson. C'était un journal de bord en fait, parce que je me suis dit aussi, plutôt que de l'écrire dans un carnet pour moi tout seul, je vais le mettre sur un blog. C'est exactement l'idée que j'avais avec Parisian Gentleman. Moi, j'étais juste client de Grande Mesure et je consignais mes expériences. La seule chose que je consignais pas, c'est l'argent que ça me coûtait, parce que c'était une blinde, mais je consignais mes expériences, et donc on a trouvé, et toi et moi, un public. Tout à fait. Ce qui était très étonnant, parce que moi, j'avoue qu'au tout début, je faisais vraiment ça. J'étais producteur audiovisuel à l'époque. Ma vie était entre guillemets faite. Comme toi, tu avais presque une destinée d'architecte devant toi. Et puis finalement, on a trouvé ce public. Donc avec les dessins, donc je vous invite à regarder. Alors, c'est pas l'actualité brûlante, mais Julien, son blog existe toujours, tant d'années après. Ça s'appelle Steve Collard. Et ça a été ton entrée dans le monde de tailleur, et puis tu as commencé à te faire un nom. En fait, ça a été la petite chance, mais qui n'était pas prémédité du tout. J'avais commencé, parce que quand je suis rentré à l'école des tailleurs, je ne pensais pas forcément y faire ma vie. Je me disais, je vais passer un an peut-être là-dedans, puis après je revenais comme architecte, ou peut-être je ferais autre chose. Ce n'était pas du tout destiné. Je m'étais dit, en tout cas, je vais aller faire quelque chose avec mes mains. D'accord. Et puis le blog, c'est vrai que au cours de l'année, la première année d'école des tailleurs, où j'ai raconté comment on cousait des toiles, comment on faisait l'entoilage, comment on faisait une poche passe-poilée. Ça a plu, les forums en ont parlé, etc. Et du coup, quand je me suis installé assez naturellement, enfin, non pas de la grande mesure, mais de la demi-mesure, il y avait déjà des lecteurs qui ont été quelques clients au début, donc ça m'a permis. Je m'en souviens. En fait, on a été, et tu as été particulièrement un des pionniers de ce business model qui maintenant est très courant. C'est-à-dire, on ouvre un blog avec du contenu, et puis ce blog avec du contenu devient le canal principal des clients, etc. Mais toi, tu l'avais pas prémédité, c'était balbutiant un peu à l'époque. Moi, je me souviens quand on a commencé Parisian Gentleman, et quand Sonia m'a rejoint en 2011. Je peux en profiter pour la marier, parce que tant qu'à faire, elle était très tôt, on est tombés amoureux l'un de l'autre, donc on s'est mariés très très vite. Mais quand en 2011 elle arrive et qu'on se dit, quand même, avec cette communauté, on peut pas laisser ça comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a aucune idée de comment on va gagner notre vie avec ça. Et puis finalement, on a appris en marchant que une communauté, la notion de communauté, les réseaux sociaux étaient balbutiants. Je sais même pas, Instagram n'existait pas. Facebook, c'est 2008, moi je me suis inscrit, je crois, 2009. Moi 2010, je me suis inscrit, et Instagram, je me suis inscrit qu'en 2018 ou 2017, donc tu vois, c'est beaucoup plus récent. Bref, donc c'est le début. Alors après, donc, ça démarre plutôt bien et assez vite pour toi. Donc pour bien clarifier les mots, à ce moment-là, tu ne fais pas de la grande mesure à l'ancienne, tu fais ce qu'on appelle la demi-mesure. Donc c'est peut-être bien pour le public, et notamment parce que tu sais, sur YouTube, contrairement au blog, on touche un public beaucoup plus large, et aussi avec une bonne proportion de jeunes gens qui sont peut-être pas complètement rompus à notre jargon du milieu. Donc j'aimerais bien que tu redéfinisses un tout petit peu ce que tu entends par petite mesure ou par demi-mesure, parce que tu sais, les mots sont un tout petit peu glissants et un peu visqueux même parfois. Et galvaudés. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer en 2 mots, en quelques minutes, ce que ça veut dire? Alors moi, j'ai appris à faire ce qu'on appelle de la grande mesure. En tout cas, j'ai appris le façonnage. Alors, la grande mesure, c'est la façon de faire ancestrale. C'est-à-dire que tout est cousu à la main, mais avec une machine à coudre, mais en tout cas avec beaucoup d'opérations main. Et la règle vraiment importante, c'est sur place. D'accord. C'est-à-dire que le vêtement va être taillé par
une personne qui est probablement celle qui a pris les mesures, et le vêtement va être cousu à l'aide de la machine à coudre ou de la main, sur place ou dans un atelier au même endroit. Voilà. Par la même personne, c'est un tailleur indépendant, ou par un grand tailleur comme Chiffonelli, par des ouvriers qui travaillent au même endroit. Exactement. Ça, c'est vraiment la grande mesure, et c'est le sens ancestral, parce que ça a toujours été comme ça. À partir des années 70, peut-être un peu avant, des usines ont commencé à proposer des montages industriels personnalisables. D'accord. Et puis après la personnalisation sur mesure, ou en tout cas presque à la mesure. D'accord. Et tout ça, à partir des 70, c'est rentré dans le tas de ce qu'on a appelé la mesure industrielle, et puis la petite mesure ou la demi-mesure. Voilà, il y a eu plein de termes. En fait, et tout ce qui n'est pas la grande mesure, ça veut dire que ça n'est pas fait sur place. D'accord. Voilà, c'est fait pour moi dans un atelier plus ou moins grand. Ça peut être une petite usine italienne, 40 ouvriers, ou un grand groupe chinois de 1000 ouvriers. Voilà, donc tu peux avoir derrière une demi-mesure ou une petite mesure, ce qui pour moi est presque la même chose. Après, c'est un peu du marketing. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, si tu veux, dans tout ce lot de demi-mesure, petite mesure, mesure industrielle, il y a de tout et à boire et à manger. Voilà. Il y a ceux qui vont se contenter de vous faire choisir le tissu, de faire choisir la doublure et de faire la longueur du corps et la longueur des manches. Donc vraiment, ça, c'est une demi-mesure extrêmement basique. Ça marche bien parce que la plupart des chaînes ou des marques se contentent de faire ça. Et il y a les autres, comme moi, comme Monsieur Onona, comme Jean-Manuel Moreau, qui essayent de faire de la demi-mesure ou de la petite mesure beaucoup mieux. C'est-à-dire en poussant les critères plus loin, c'est-à-dire en prenant en compte des omoplates saillantes, des épaules basses, un ventre plus rond, voilà, en essayant de faire un peu mieux les choses, un peu moins basiquement. Alors j'aime bien. Enfin, vous voyez, c'est bien d'avoir Julien Scavini parce que ce garçon est un puits de science sur le sujet. Il en connaît beaucoup plus que moi puisque lui a mis les mains dans le cambouis et a mis les mains dans les tissus et dans les toiles, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Et je dois vous avouer que même si j'ai la réputation d'être un expert sur le sujet, il y a encore 2-3 choses qui restent complètement ésotériques pour moi, notamment quand je vois des vieux napolitains coudre des toiles, des pièces poitrines à la main, ne pas utiliser la machine Strobel, parce que c'est quand même un truc qui prend un temps infini à faire, c'est complètement dingue en réalité. Mais c'est là. Moi, j'ajouterais à ce que tu dis, pour bien que les personnes comprennent la différence entre la grande mesure tailleur et ce qu'on va appeler la petite mesure ou la demi-mesure, on va dire même le sur-mesure, disons, c'est que c'est aussi toute la notion d'essayage successif. C'est-à-dire que en demi-mesure ou en petite mesure comme chez toi, donc tu prends des mesures de manière très précise. Ensuite, le vêtement est envoyé dans un atelier avec lequel tu travailles et après ça revient. Mais certaines maisons n'ont pas les capacités sur place de faire les retouches, de faire ça, ce que toi tu as. Donc c'est-à-dire, moi je pense que l'une des manières les plus simples de faire la différence, de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est justement de ces petits points de détail. C'est comment les mesures sont prises, jusqu'à quel point, parce que si effectivement on se contente de te faire choisir le tissu, les boutons, c'est bien gentil, mais enfin c'est cosmétique, tout ça. Et surtout, donc comment les mesures sont prises, et surtout au moment où tu essayes ton vêtement qui arrive par définition tout près, s'il y a besoin de retouches, est-ce qu'elles sont faites sur place et quelle est la précision des retouches? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut ajouter pour ça. Donc ça c'est Scavini tailleur, donc ça a bien marché, ton entreprise s'est développée. Est-ce que tu as vu depuis quelques années un renouvellement de clientèle entre 2009, tes tout débuts, et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une jeune génération qui s'intéresse de plus en plus à ça? Oh oui, je dirais, oui. Et j'ai même eu la chance d'avoir une clientèle très large, à la fois très jeune et jusqu'à très âgée. Donc vraiment de tout. Après, il faut aussi reconnaître que en tant que tailleur en petite mesure, je vis bien parce qu'il y a beaucoup de mariages et qui drainent beaucoup de jeunes. Voilà. Il faut quand même le reconnaître. Ça n'est pas le costume business ou ça n'est pas la veste sport qui sauve le métier ou le milieu, je pense. Alors peut-être pour les tailleurs grande mesure, c'est peut-être un peu différent comme Chiffonelli, mais nous en demi-mesure, on vit bien et pas mal grâce à beaucoup de mariés. Et donc j'imagine là qu'avec la fin du confinement,
On espère que ça va pas, oui, hein, on croise les doigts, on touche du bois, enfin bref. J'imagine qu'au moment où ça s'est un peu réouvert, donc tous les mariages qui ont été annulés te tombent dessus. Oui, ça a été une saison assez délicate. Oui. Là, tu dois avoir beaucoup de boulot sur les mariages. Oui, c'est assez fatigant cette année. Ils sont tous venus juste après Alors, ils sont pas venus juste à la fin du confinement parce qu'ils ont tous attendu que les ponts du mois de mai se passent. Ils ont tous pris leur pont. Oui. Donc, ils sont tous arrivés fin mai pour des mariages début juillet ou mi-juillet. Donc, donc là, il y a du boulot en ce moment. C'est une année horrible, sachant que les usines sont débordées, les drapiers n'ont pas produit de tissu depuis 2 ans parce qu'il n'y avait pas d'achat. Oui. Donc chez l'Europeana, chez Landéchéry, il y a des annulations de tissu partout. Enfin, il faut jongler, c'est très compliqué. Et le Brexit, juste mettre un petit peu plus de simplicité, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, commander des tissus en Angleterre, c'est un peu problématique. Oui, il vaut mieux pas commander des tissus en Angleterre en ce moment. Il vaut mieux attendre que les douanes se mettent en ordre. Exactement. Parce qu'ils ne savent pas encore exactement comment ça marche. Alors, et puis donc, après tout ce succès, tu décides de monter une deuxième entreprise, on pourrait dire, dédiée intégralement aux pantalons. Ça, c'était quelle année? L'idée m'est venue en 2014. Et après, ça s'est mis en route en 2015-2016. C'était long à mettre en place. D'accord. Alors pourquoi Scavini se dit, tiens, il y a peut-être un créneau à prendre, ou je ne sais pas pourquoi, tu fais toujours ton activité tailleur traditionnelle, mais quand même, tu es devenu un des spécialistes du pantalon en prêt-à-porter, de qualité. Donc, on ne parle pas de jeans ou de pantalons de survêtement, on parle de pantalons plutôt habillés, plutôt sport, mais de qualité. Donc, pourquoi tu t'es lancé dans cette nouvelle aventure ou deuxième aventure? Parce que je me suis lancé initialement parce que j'étais en train d'essayer de racheter une grande marque à Paris, qui commence par un B et qui finit par un L et qui était une fabricante de chapeaux dans les années 50, qui a 2 boutiques dans Paris. Et au moment où je voulais la racheter... BER, ça commence ça? Oui, ça commence par BER et ça finit par TEIL. Ah ouais, ça commence par BER et ça finit par TEI. Ah oui, d'accord. Voilà. On ne dira pas le nom. Non, on ne dira pas le nom. Et du coup, pendant le rachat, je me rends compte que cette société vend énormément de pantalons. Énormément, des quantités de velours, surtout de velours grosse côte, de toutes les couleurs. Côtelés, voilà, à l'anglaise. Ouais. Et je me dis, et ça m'a tilté en fait. Alors ça s'est pas fait ensuite par la suite. J'étais trop jeune et puis pas assez argenté aussi parce que c'était un gros morceau quand même. D'accord. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même un sujet, sachant qu'en mesure de mon côté, j'avais pas une grosse demande pour du chino, pour du pantalon de velours, parce que en mesure il y a 2 écueils, c'est que, 1, il y a un certain coût qui est supérieur, et puis 2, il y a un délai. Quand on commence à dire à quelqu'un, écoute, essayage dans 3-4 semaines pour un pantalon de coton ou de velours, bon, ça marche pas. Donc du coup, il y avait pas une grosse demande. Et je me suis dit, du coup, voilà, le pantalon, c'est peut-être le complément intéressant d'une bonne mesure. Les gens font un petit costume de ville, un manteau, une veste de tweed. Et puis pour un pantalon de coton, un pantalon de velours, un pantalon de flanelle gris. Et puis le fameux Casual Friday qui fait que de plus en plus on s'habille en dépareillé plutôt, même pour les avocats ou les banquiers le vendredi. Donc il y avait un marché qui s'ouvrait. Exactement. Et puis je voulais prendre aussi le train de la vente en ligne. Parce que la mesure, c'est très intuitif personné. Ça repose sur celui qui prend les mesures. Donc très difficile à démultiplier. Tu sais bien ce que ça donne, les costumes. Prenez vos mesures vous-même. Non, ça ne marche pas encore. Bon, voilà. Ou même les cabines 3D, tout ça. Non. Alors peut-être ça arrivera un jour, mais pour l'instant, je confirme, ça ne marche pas. Je suis d'accord. Donc du coup, je me suis dit, voilà, le pantalon, c'est le bon moment, c'est un objet un peu plus simple. Je vais pouvoir foncer dans la vente en ligne, privilégier ça. Alors maintenant, c'est un peu moite-moite. En réalité, moitié des clients sont en boutique et moitié se font en ligne. Mais je voulais prendre ce train en me disant, c'est l'avenir. Voilà. Moi, j'étais pas un moderne quand j'ai fait mes études d'architecture. J'étais pas un moderne quand j'ai fait mes études de tailleur. J'étais pas un moderne, du coup, dans mon exercice quotidien. Alors, je me suis dit, bon, c'est un peu moderne quand même au bout. Donc, fonçons dans la vente en ligne. Le pantalon s'y prête. Et puis, finalement, dernière réflexion, je me suis dit... la veste, le costume va peut-être un jour arriver. Enfin, c'est compliqué. Tu le vois même dans les entreprises maintenant. Ça perd du terrain. Exactement. Je me suis dit, on aura toujours un pantalon sur les fesses. Je vois pas comment on pourra sortir dans la rue sans pantalon. C'est vrai. Donc, je me suis dit, à l'échelle, je suis jeune. C'était une réflexion aussi. J'avais 30 ans à l'époque. Je me suis dit, moi, j'ai quand même une carrière. J'ai quand même 20 à 30 ans devant moi. Est-ce que je ferai de la veste et du costume encore dans 20 ans? Je ne sais pas. Le pantalon, je pense probablement que oui. Voilà. Donc tu vois, il y avait une échelle de long terme dans ma pensée aussi. C'est une bonne idée. Et donc tu as presque
Ça a bien marché, relativement rapidement d'ailleurs, hein, je crois, parce que en fait, tu as rempli un vide. Je me souviens, quelqu'un dans ma famille me disait toujours, tu sais Hugo, dans la vie, il ne s'agit pas toujours d'être le meilleur, mais il s'agit de faire quelque chose que peu de gens font ou que les autres font pas. Et j'ai toujours gardé ça, ou mal. J'ai toujours gardé ça en tête en me disant, mais c'est... D'ailleurs, tu me fais penser... quand tu parles de « tu n'es pas un moderne », ça m'inspire toujours cette définition de tout le travail de Baudelaire sur la modernité, quand il dit que la modernité, c'est ce qu'il y a d'éternel dans le transitoire. C'est-à-dire, le vrai moderne, c'est quelqu'un qui est capable de capter ce qui est éternel et immuable, donc en ce qui nous concerne peut-être le style, et on va en parler, dans ce qui est transitoire. C'est-à-dire, les tissus sont un peu transitoires, les matières sont un peu transitoires, elles changent, etc. Mais il y a des choses qui sont un peu immuables et que tu as appris à l'école des tailleurs. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la démarche que tu as entreprise dans le pantalon, effectivement, est éminemment moderne dans le sens baudelairien du terme. C'est-à-dire avoir des fondamentaux classiques, on va dire ça comme ça, mais avec une approche plus moderne au niveau des matières, au niveau des coupes, etc. Et donc, on va en parler maintenant. Alors, beaucoup d'entre vous sur cette chaîne, après cette longue introduction, mais que voulez-vous ? On ne se voit pas tous les jours avec Julien, donc on en profite pour papoter en direct devant vous, mais j'espère que vous aurez appris 2 ou 3 choses sur la demi-mesure, la grande mesure, et surtout que vous irez rendre visite si vous vous mariez, et même si vous ne vous mariez pas, à Julien Schivini. Ta boutique, c'est rue de la Tour Maubourg, n'est-ce pas? C'est dans le 50 boulevard de la Tour Maubourg. C'est dans le 7e. 7e. Et ta boutique de pantalons est aussi au même endroit. Mitoyenne, au même endroit. Dans le même immeuble. Dans le même immeuble, voilà. Bon, alors, donc, vous pouvez aller lui rendre visite, mais là, maintenant, on va rentrer de plein pied, si j'ose dire, dans le monde du pantalon, parce que beaucoup d'entre vous nous ont posé la question, mais Monsieur Jacomet et Sonia, ça fait une centaine d'émissions, 180 émissions entre les deux chaînes qu'on possède, qu'on a fait en 2 langues, donc, et vous avez jamais parlé de pantalon. La vérité, c'est qu'on l'a fait une fois aux États-Unis, mais on était, je peux dire la vérité, Sonia, I tell the truth about what happened on our trousers. Oh, she's not here. On a fait donc une émission sur les pantalons et on s'est aperçu que le canapé sur lequel on était assis était horrible et surtout, j'avais pas assez de modèles de pantalons moi-même à disposition pour vraiment montrer les différentes coupes. Parce que les questions qu'on a, bon, en gros, les jeunes, pas que les jeunes d'ailleurs, se disent voilà. Peut-être il y a une alternative à porter soit le survêtement, soit le jean. Bon, moi, j'ai rien contre les jeans parce que j'avoue qu'une belle toile selvage japonaise bien coupée, ça peut être très agréable, notamment pour le week-end. Enfin, ça limite un tout petit peu le champ des possibles. Et beaucoup de nos abonnés, de nos lecteurs et de nos abonnés sur YouTube et même sur notre page Patreon se posent toute la même question en disant voilà, comment les pantalons, c'est compliqué. Les matières, les coupes, les plis, les poches. Voilà. Donc, on va essayer de rentrer de plein pied dans le sujet. Et peut-être que la première chose, c'est peut-être de redéfinir un petit peu la sémantique. Parce que, en gros, aujourd'hui, ce qu'on entend partout, c'est que, le week-end, moi, je mets un chino. Okay, bon. Moi, ce que je sais, c'est qu'un chino, originellement, c'est un pantalon en coton, voilà, que tu mets. C'est ce que mettent les banquiers ou les assureurs ou aux États-Unis beaucoup. Alors, ils sont tous habillés pareil le vendredi, sans la cravate. Ils ont tous un chino. Mais enfin, c'est quand même un peu vague tout ça. Donc, quand on dit chino, c'est devenu un terme un peu générique. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, ça veut dire un pantalon dépareillé. Oui, et pour moi, moi, je dirais surtout que c'est un pantalon d'une coupe ville. C'est-à-dire que tu n'as pas les poches du jean, tu n'as pas la poche ronde sur le côté, tu n'as pas la poche plaquée à l'arrière. C'est vraiment comme une coupe de pantalon de ville en flanelle ou en laine, mais en coton. Voilà. Alors, il peut y avoir des pinces ou pas de pinces, mais pour moi, c'est un pantalon de coton. Et historiquement, les Américains qui ont popularisé ça dans les années 50, 60, c'est plutôt beige. Voilà, ils appellent ça le khakis chez eux. Donc ça peut exactement une petite tendance peut-être à être olive, mais voilà, on le voit dès si on regarde des photos de Kennedy en décontracté ou des photos même de l'armée américaine inévitablement, mais voilà, des photos d'Américains moyens dans les années 50, on constatera assez vite, c'est déjà le blouson chez eux, petit blouson court, le fameux Harrington, et le chino de coton. Voilà, c'était déjà et ça a mis du temps à arriver en Europe. Je sais que moi j'ai quelques clients d'un certain âge, 70 ans et plus, qui me disaient que eux étant jeunes,
dans les années 80. Donc, il chassait dans Paris les bonnes adresses où on pouvait trouver des chaussures Alden, des chemises en Oxford lourd et Ronoma et des chinos. Bien sûr. J'ai aussi ces gens-là qui des fois commentent en essayant de se souvenir de cette chose-là. Et c'est vrai. Donc, alors, rentrons maintenant dans... il y a différentes possibilités pour rentrer dans le sujet du pantalon. On va y rentrer avec les deux jambes je propose qu'on rentre par les matières. Parce que le pantalon, on ne porte pas le même pantalon en hiver qu'en été. L'avantage avec le type de matière que toi tu manies, c'est que tu peux avoir des pantalons extrêmement légers, extrêmement fluides, extrêmement confortables pour l'été. Et pour l'hiver, il faut des choses un tout petit peu qui protègent un tout petit peu plus. Donc, alors, on est aujourd'hui le 7 juillet, c'est ça? Oui. Alors, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée. Peut-être mi-juillet, peut-être début septembre. Je pense plutôt mi-juillet. C'est l'avantage et l'inconvénient de tourner dans les conditions du direct, c'est que je n'ai strictement aucune idée quand ça va être diffusé, mais certainement relativement rapidement. Donc, mettons les mains dans les matières d'été. Alors, quelles sont les matières... Alors moi, ce que je sais je suis un peu un béotien, un petit peu plus qu'un béotien, alors j'exagère, allez, pas de fausse modestie, mais je m'y connais pas aussi bien que toi. Moi, l'idée que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, pour un pantalon d'été, le coton reste une matière extrêmement intéressante. Oui. Le lin reste une matière... peut-être la matière reine de l'été, peu, parce que c'est une matière sèche et respirante. Et maintenant, on est surtout sur des mélanges que les drapiers ont fait. Et moi, j'ai des pantalons en lin, soie, coton, par exemple, sont des mélanges. Alors, maintenant, raconte-nous un petit peu et mettons les mains. Tu as amené quelques liasses, d'ailleurs. J'ai amené un peu de tout, oui. Alors, je vais faire un demi-mot. Alors, tu as le coton, oui, en effet. Souvent qui a le défaut d'être tissé un peu serré et de froisser. Le lin, que les gens n'aiment pas beaucoup parce que ça froisse trop. Par définition. Voilà. Mais si ça froisse pas, c'est pas du lin. Non, mais en même temps, le lin, il se gorge d'eau. Et il sèche très vite. C'est-à-dire, il absorbe la transpiration et il sèche. Donc, c'est sa qualité. Et après, il y a quand même la laine, dont on pourrait dire, c'est souvent, ça étonne les jeunes en fait, ça. Quand on leur dit, même quand des costumes très très fins, on leur dit mais c'est de la laine. Ils pensent que je sais pas, c'est une matière artificielle, la viscose. Et donc dans leur esprit, la laine c'est chaud. C'est chaud, oui. Mais non. Alors la laine c'est totalement respirant. Ça s'adapte aux saisons, c'est-à-dire les chauds de l'hiver, les fraîches l'été. Mais il faut que le tissage soit adapté. Exactement. C'est-à-dire, évidemment, on va prendre des gros fils de laine pour l'été. On va prendre des fils très très fins et on va les tisser de manière à ce que l'air passe entre les mailles. Exactement. Donc, voilà. Et ça s'appelle une laine froide. Ça pour le coup. Donc la laine reste quand même, moi je trouve une matière encore. Une matière on appelle ça chez certains fabricants une laine tropicale. D'ailleurs, ils parlent de laine tropicale, qui est d'ailleurs plus liée donc à la finesse de la fibre, mais pas que. Hein, c'est surtout aux notions à l'ouverture. Si je prends par exemple 2 liasses de laine de chez Holland & Sherry, on peut les citer. Un grand drapier Hanger. Alors là pour le coup c'est un mélange super 160. Il y a une petite touche de cachemire à l'intérieur. Alors ça c'est un mélange on pourrait dire toute saison. D'accord. Parce que si tu veux c'est un tissage qui est dense. Où on ne voit pas à travers. Ça s'appelle une serge en l'occurrence. Donc c'est un tissage avec des très fines diagonales. Et donc ça, c'est pas une laine forcément adaptée à l'été. On pourrait dire qu'elle est toute saison. Ce que j'ai là, par contre, cette autre liasse-là, de chez Holland & Sherry. Ça, c'est du mohair. C'est un laine mohair. Alors, le mohair, c'est ça. C'est une petite chèvre. Donc c'est pas un mouton. Ça n'est pas un mouton. C'est une petite chèvre. Et donc c'est pas le cachemire, qui est une autre chèvre. Voilà, exactement. C'est différentes sortes de chèvres. Et là, cette laine et mohair, c'est un tissage toile. C'est donc un tissage qui n'est pas le même et qui laisse passer l'air. Donc je ne sais pas si ça va bien apparaître à la caméra. On voit un tout petit peu à travers. Je vois très bien. Et puis le poids est beaucoup plus léger. Et ça, le poids, c'est très important chez un tailleur. 230 grammes. 230 grammes, c'est léger. C'est léger. C'est-à-dire, juste pour donner une petite référence, on va dire qu'entre 190 et 250 grammes, on est franchement léger. Alors 190, c'est très 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 léger. Hein. Alors c'est plutôt pour des vestes. Chez nos amis de chez Drago, par exemple, ont une liasse qu'ils font notamment pour les marchés de Hong Kong, ou les marchés où il fait très chaud et c'est très humide. Donc ils font des tissus un peu techniques comme ça, 190 grammes, 200 grammes. On va dire que 230 grammes, 250 grammes, c'est des tissus légers. Et à partir de 280, 300 grammes, on est plutôt sur des tissus
toute saison, et à 350 grammes, 380 grammes, là on commence à rentrer plutôt dans l'hiver, jusqu'à, alors après des tweeds, pour les 400 grammes, 500 grammes, qui sont carrément très lourds, exactement. Montre-nous d'autres choses. Là, donc tu as vu de la laine, et en tout cas un mélange laine-mohair. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des laines tropicales. Donc tu penses, le mohair est une laine. Ah oui, en plus là, le mohair, c'est sèche en plus. Voilà, exactement. On l'utilise. C'est vrai que les femmes, moi quand je dis ça aux clients, ils disent mohair, mais c'est des pulls en mohair. Alors les femmes l'utilisent pour le côté très chaud et dufteux pour l'hiver. Oui. Mais chez nous, les hommes, on l'utilise pour faire des draps. Tu as dit très rêches, qui ont comme ça du très glacé en surface, très ressort en fait. D'ailleurs, ce qu'on est en train de se dire, ça est complètement adaptable aux costumes et aux vestes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'une veste en mohair marche très très bien l'été. Tout à fait. Par exemple, et d'ailleurs, c'est une des matières les plus vendues. Les phares, dans les vestes, c'est une matière phare, exactement. Ok. Et alors après, en effet, il y a les mélanges. Alors, les drapiers, ils aiment bien utiliser la soie pour l'été. D'accord. Parce qu'en fait, c'est le cachemire de l'été, en fait. C'est-à-dire, c'est la matière luxueuse qui apporte du soyeux et de la douceur. C'est-à-dire, l'hiver, on utilise du cachemire. Et l'été, on utilise de la soie. Alors, on n'en met pas beaucoup, on en met 15%, 20% dans le meilleur des cas, 5% parfois. Et on utilise beaucoup la soie pour compenser le lin. Parce que dans un mélange, par exemple, comme cette liasse que j'ai apportée de chez Solbiati. Oui, Solbiati qui est une jolie maison italienne, évidemment. Une division de l'Europiana, exactement. En fait, quand le monsieur qui a créé Solbiati, qui est une maison qui ne fait que du lin et du coton quand il est mort, en fait, ça allait partir à la baille. Et du coup, monsieur l'Europiana, la famille l'Europiana a décidé de racheter. Ce qui était une bonne idée, d'ailleurs, puisque ça reste des grands spécialistes de la soie. Oui, exactement. Pour costume et pour chemise aussi, d'ailleurs. Et donc, chez Solbiati, on a ici un très très beau mélange. Qui est majoritaire en lin, puisqu'on y est à 55%. Ah oui. Et ensuite, tu vois, il y a de la laine et de la soie. Alors, c'est-à-dire, on remet un peu de laine pour quand même donner du corps. Parce que le lin, comme tout le monde n'aime pas, au moins, ça donne un peu de... Ça froisse un peu moins. Et on met un peu de soie, tout simplement pour apporter de la douceur au lin. Parce que comme le lin, c'est un peu raide quand même, un peu rêche. Tu vois, là, on est vraiment, on sent le... Là, on voit vraiment à travers. On voit vraiment à travers. On sent que c'est du lin. Alors, ça a la main du lin. Mais du coup, avec l'ajout de soie, c'est que ça froisse un tout petit peu moins? Oui, probablement. Et c'est pourquoi... Oui, exactement. Ça, comme tu as de la laine, quand même, si tu additionnes le pourcentage de laine et de soie, c'est fait pour, exactement. Mais la soie coûte cher, alors on en perd beaucoup. Et après, il faut savoir aussi que la soie a toujours été une tradition chez les Américains. D'accord. Ils veulent de la soie, c'est un élément de qualité. Donc c'est pour ça que les drapiers en mettent beaucoup, voire jusqu'à 50% de soie et laine, par exemple, 50-50. Il y a beaucoup de draps comme ça. C'est pour le marché nord-américain. Ça a toujours été une tradition. Alors, là, il y a un tout petit peu de laine à l'intérieur de ça. L'Europiana est dite, si tu veux, je ne l'ai pas amené, mais l'Europiana a une autre liasse qui s'appelle la marée, qui est l'exact inverse. C'est-à-dire qui est 55% de laine et un peu moins de soie et un peu moins de lin. D'accord. Voilà, donc, oui, il y a des mélanges avec du coton. Et il existe aussi des pantalons juste en lin et soie? Absolument, oui. Mais souvent... C'est pour le marché des véganes. Oui, parce que c'est la soie. Ah bah non, la soie, c'est produit par un animal. Mais désolé. On pourrait le faire. Alors j'ai chez Dugdale, une très très belle famille qui font encore un très joli produit artisanal en Angleterre, une famille de drapiers. Ils éditent un très très beau mélange. Sonia est d'ailleurs en train de faire un gilet et un pantalon dedans. Ah, c'est du Dugdale qu'on a c'est du Dugdale qu'elle a choisi. Cette couleur un peu vert pistache. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est un mélange 50% lin, 50% soie. Ça a une main extraordinaire. Parce que vraiment, tu as une douceur, une souplesse. Et malgré tout, et puis ça respire, et puis c'est frais, c'est vraiment beau. Alors, ce mélange, si tu veux, 50% soie, 50% lin, il est typique des collections de Ralph Lauren. D'accord. Et si tu regardes le Gatsby de 70 avec Robert Redford, si tu regardes bien, parce que j'avais fait sur Steve Collard une analyse du film, si tu zoomes sur les costumes de Redford, tu vas voir qu'ils sont pas lisses, ils sont pas secs, ils n'ont pas une main sèche comme tu as dit tout à l'heure, ils sont très légèrement duveteux. D'accord. Et en fait, c'est un mélange pour moi, quasi sûr, lin et soie. Et c'est ça qui donne ce côté flanelle d'été, si tu veux. Incroyable. C'est très beau. C'est très joli. Donc là, on vient de couvrir plus ou moins les matières, on va dire, d'été. Voilà, résolument d'été. Tu nous as montré donc des matières relativement légères, 3 saisons. Parce qu'on dit 4 saisons, c'est un peu exagéré. Moi, les gens qui disent toutes saisons, je suis quand même pas sûr. Moi, j'ai beaucoup de costumes et j'ai même des... Alors, encore une fois, mesdames, messieurs,
Il y a une émission, regardez sur Discussion Sartoriale, j'ai fait une émission complète sur les super numbers, parce que c'est aussi une grande confusion marketing. Le super numbers, ça, c'est pas fort. Vous pouvez avoir des choses qui n'ont pas de nombre particulier, mais qui sont d'une finesse absolument remarquable, parce que c'est le tissage qui fait aussi la légèreté. Bon, après, moi, je crois que le plus haut que je suis monté dans mon délire personnel, c'est super 210. Voilà, bon, si... Ça a une chose intéressante, c'est que le tissu se patine de manière très intéressante au long cours, mais il ne faut pas porter son costume plus de 5-6 fois par an, parce que sans ça, c'est quand même extrêmement fragile. Pour moi, la limite, c'est Super 160, on va dire, ça reste raisonnable. D'ailleurs, c'est plutôt raisonnable en prix, parce que Super 180, là, on commence à s'envoler au niveau tarif. Et voilà, donc, mais ce dont on parle ici, on ne parle pas des super numbers, alors s'il y a des gens en boutique, d'ailleurs, j'en profite, Julien me disait juste à l'instant, alors je peux vous le dire, on a eu un livreur qui est venu, ça nous arrive beaucoup en ce moment, sur Discussion Sartoriale, vous entendez ting, 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 qui est d'ailleurs Big Ben, c'est Big Ben. Donc on était discuté en off du coup, le temps que Cosmas revienne derrière la caméra, et il me disait qu'il y avait quand même une espèce de tendance aujourd'hui à abuser des mots, et on est vraiment de plein pied dans le sujet, et que certaines jeunes personnes viennent voir Julien en disant, moi, j'ai fait de la demi-mesure dans un magasin de prêt-à-porter. En fait, c'est des gens qui simplement font des retouches et ils appellent ça du sur-mesure. Oui, ça n'en est pas où. Mais enfin, c'est quand même étonnant. Enfin, je veux dire, ça va loin. Oui, mais ça complique tout. Alors moi, j'ai des jeunes qui me disent, alors je voudrais du demi-sur-mesure ou du demi-demi-mesure. Tu vois, il est complètement perdu dans les termes. Voilà. Enfin bon, c'est un petit peu ridicule. Alors maintenant, parlons des choses un tout petit peu plus 3 saisons ou même carrément hiver. Donc là, on rentre dans la laine. Carrément, c'est quand même la matière qui reste. Laine, cachemire. Donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Alors les drapiers remettent un petit peu de lin, même l'hiver maintenant. D'accord. Parce que ça ne coûte pas très cher. Et puis c'est très écolo. D'accord. Et donc ça participe au côté développement durable. Mais je dis ça, c'est vraiment pas beaucoup. C'est quelques pourcentages de lin. D'accord. Donc du lin d'hiver. Mais c'est vrai que à 5-6%, tu vois. D'accord. Mais sinon, oui, la laine en fait. Voilà. Et là, on est par exemple, ça c'est de la flanelle. Donc on est chez. Alors non, la flanelle, si tu veux, hop, j'allais là. Alors, chez l'Europiana. Alors, chez l'Europiana, les flanelles sont très, très belles. Alors, Vital et Barberis fait certaines des plus belles, je trouve. Ils font de très belles flanelles. Exactement. Alors, pour la petite info, normalement, dans la tête des gens, la flanelle, c'est du Royaume-Uni. Oui, c'est marrant. Quand on parle de flanelle, on parle vraiment, tu sais, ce qu'on appelle ça, d'ailleurs, on fait un abus de langage, on appelle, tu sais, ce prince de Galles en Saxony tweed, ce qu'on appelle cette espèce de flanelle. Alors, la flanelle, c'est ce traitement qui donne un côté feutré. Un toucher un peu feutré, un peu dufteux. Oui, on va tout dire à ça fait. comme ça, Exactement. voilà. Mais c'est vrai que moi, je trouve que les flanelles italiennes, bon, après, c'est une question de goût, ils ont un toucher, c'est presque plus voluptueux. Oui. Les flanelles anglaises sont un petit peu raides et grattent un tout petit peu. Alors, je vais juste une toute petite digression. Déjà, on dit la flanelle, c'est du féminin en français. Ça a toujours été du féminin, pas le flanelle comme tout le monde dit maintenant. Non, moi j'ai toujours dit une flanelle. Donc, exactement. Les gens bien disent la flanelle. D'accord. Et ça n'est pas une matière. On peut avoir une flanelle, c'est souvent de laine ou laine cachemire ici, mais ça peut être une flanelle de coton. Ça existe aussi, ça s'apparente à la Moleskine d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Donc c'est un traitement. C'est un traitement d'une matière. Parce que les gens, beaucoup de jeunes pensent que la flanelle est une matière en elle-même. Non, c'est une façon de tisser et de traiter le tissu, en effet. D'accord. Et donc là, chez l'Europiana, une très 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 belle flanelle composée de 95% de laine et de 5% de cachemire, 320 grammes, pas trop lourde. Parce que les Anglais font souvent des flanelles à plutôt 400 grammes. Oui, c'est presque des gilets pare-balles. Plutôt pour le temps anglais. Alors, évidemment, tout ce que tu me montres là, on peut faire des pantalons avec? Alors, moi, je peux faire des pantalons en deux avec mesures. Tout ça, on peut faire. On va chez Scavini, on a accès à ces verres. Bon, là, tu as amené l'Europiana, tu as amené Holland & Sherry, tu as amené Solbiati, tu as plein d'autres tisserands. Il y a Dugdale, il y a Drappers. D'accord. Il y a Bateman Ogden, il y en a beaucoup, il y a Schofield. Tellement, énormément. Drago, tu en as parlé en Italie. En Italie, il y a la famille Cacciopoli aussi. Cacciopoli, on les connaît bien, ils sont à Naples. Piacenza. Alors Piacenza, ils tissent. Piacenza, ils sont quand même spécialistes du cachemire. Cacciopoli, ils sont pas tisserands, mais on les connaît, mais alors vraiment bien. C'est marrant, d'ailleurs, dans mon livre de Italian Gentleman, on a une photo avec la famille Cacciopoli, et je crois, il y a tous les frères, les cousins, les beaux-frères, tu sais, on est vraiment au cœur de la famille napolitaine.
je crois qu'il y en a 6 sur la photo qui s'appellent Vincenzo. Ah, c'est drôle. Ils s'appellent tous Vincenzo. Alors, des fois, ils s'appellent Vicen ou Enzo pour les différencier. Mais ils s'appellent tous Calciopoli, qui sont des gens formidables. C'est le seul endroit, tu sais peut-être pas ça, c'est le seul endroit au monde où les tailleurs vont, où toi, tu peux y aller en tant que particulier, mais c'est avant tout un magasin pour tailleurs, où tu peux demander une coupe de 10 cm. Et ils vont te la couper et te la donner. Ah, oui, c'est-à-dire que tu n'as pas une quantité minimale à acheter, donc tu y vas. Si tu veux 5 cm de tissu, ils vont te facturer 5 cm de tissu. Bon, je sais pas, peut-être pour habiller une poupée ou pour faire un petit chouchou à une poupée, peut-être, je ne sais pas. Ou pour un mariage, faire un coussin, une bague, ou je ne sais pas, mais enfin bon, bref. Donc effectivement, ça. Donc toutes ces choses-là, on vient chez toi, on choisit des liasses de tissu et ensuite tu fabriques des pantalons. Exactement. Et pour le prêt-à-porter, parce que je travaille pas mal avec l'Europiana, j'aime bien. Alors, ce sont des tissus assez onéreux, mais j'avais eu le plaisir l'année dernière, pour l'hiver dernier, de couper 2 pantalons. C'est-à-dire, nous, c'est la coupe S3, coupe à une pince. On avait coupé 2 dans cette liasse-là, un vert et un prune, qu'on avait acheté en rouleau sur cette liasse. D'accord. Alors, ce qui expliquait un prix supérieur aux flanelles grises et bleues qu'on achète en plus gros volume. Super. Et puis, j'ai pris une autre liasse, toujours chez l'Europiana. Alors, c'est une liasse assez rare, c'est du tweed. Alors, le tweed, là encore. On pense que c'est complètement anglais. Écossais, pour être plus précis. Alors, les Anglais achètent beaucoup de tweed aux Italiens maintenant. Ils en font beaucoup, les Italiens. Et alors, le tweed, pareil, c'est de la laine. Donc ça ne pousse pas sur les arbres tout seul. C'est un mouton. Alors c'est pas souvent la laine, si tu veux, la laine à costume, elle est faite à partir de moutons mérinos, qui est la race la plus douce. Exactement. Pour le coup, dans le tweed, on trouve quelques autres races comme le cheviot ou le blackface, qui sont des races typiquement anglaises pour le coup, qu'on utilise moins parce que c'est une laine beaucoup plus rêche, donc qui donne un toucher plus rêche. Voilà. Exactement. Donc c'est vrai que le mérino, il a pris un peu l'ascendant sur tout. Alors certains drapiers écrivent sur leur liasse spécifiquement mérino. Ce qui induit une bizarrerie pour les gens, parce que ça, c'est pas une laine mérino. Si, en fait, toute la laine à costume du monde entier, c'est le mérino. Sachant que le Saxony est une race de mérino, ce qui complique un peu le débat encore. Voilà. Alors là, du coup, c'est du tweed. Donc le tweed, c'est un tissage qui fait comme la flanelle ressortir un peu un duvet, par contre qui est moins doux quand même. Qui est un tout petit peu plus rêche. Exactement. Et qui est beaucoup plus... Alors nous, vous regardez sur notre chaîne, on a fait un long reportage chez Harris Tweed dans les Hébrides. Tout à fait. Britannique, où là, c'est vraiment on est allé vraiment au cœur de l'industrie du tweed, où c'est sur la chaîne Discussion Sartoriale, où on l'a en français sous-titré. Et sans ça, bien sûr, ça a été enregistré en anglais avec des Écossais qui ont un accent au couteau. Ils sont difficiles à comprendre. Et c'est un endroit particulièrement inhospitalier, où il y a un vent à décorner un buffle, comme on dit. Et surtout, pour un garçon comme moi, c'est quand même pas facile de parler avec le vent, parce que pendant 2 jours, j'y voyais plus rien. J'avais les cheveux dans les yeux en permanence. Bref, donc, effectivement, le tweed, donc magnifique. Donc ça, c'est un tweed italien. Il y a aussi les tweeds anglais. C'est quelque chose qui devient... D'ailleurs, je trouve que ça revient un tout petit peu... Enfin, moi, j'ai l'impression... Moi, j'étais pas très, très fan, j'avoue, du tweed. Je trouvais ça un peu moins confortable. J'aimais bien la fluidité d'une belle laine. Et puis finalement, ça je commence à m'y mettre. avec le temps. Exactement. Et puis c'est solide. Oui, exactement. Tout simplement, c'est quand ça a un peu de poids. Alors, donc ça, c'était pour les matières. Donc on peut faire des pantalons à peu près en toutes les matières. La seule matière dans laquelle il est déconseillé de faire des pantalons, c'est le pur cachemire, parce que c'est pas très solide. Alors moi, j'avoue, j'en ai fait. L'Europiana en fait, c'est pas mal. Moi, je suis en train de faire chez mon ami. Alors, si vous regardez les discussions sartoriales depuis longtemps, ça doit faire 1 an et demi que je vous l'annonce, celui-ci. Je fais chez mon ami Gianni Celleghine à Leliano, qui est un vieux tailleur qui a 4... D'ailleurs, quand on lui demande son nom, il dit « j'ai 85 ans », un truc dans le genre. Il ne sait plus exactement, enfin, il ne veut pas le dire, évidemment. Et un jour, j'étais chez lui et il me sort une pièce de cachemire, 100%, pur cachemire, vert pâle, une espèce de vert pistache, encore plus pâle que celui que tu fais pour Sonia actuellement. Et c'était un cachemire Zegna des années fin 70, début 80. Donc un truc vraiment vintage. Et je dis, mais c'est quand même pas très raisonnable de faire un pantalon en cachemire. Et puis finalement, il m'a dit, de toute façon, je vais t'en faire 2. Bon, c'est pas quelque chose que tu dois porter toute la journée, parce que ça, c'est pas extrêmement solide. Mais bon, alors, pour revenir au pantalon maintenant, donc, on va mettre les mains dans le pantalon. Donc,
Excusez-moi. Il y en a beaucoup. Dans le pantalon. C'est un peu malheureux comme blague. Non, mais ils sont là. Hein. Ils sont là. Tiens, on va mettre ça par terre. Allez hop, on fait ça en direct. On va s'approcher des pantalons. Alors maintenant, ce que les gens nous demandent, c'est... Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que, en fait, quelles sont les grandes figures de style du pantalon? Parce que sur quoi on peut jouer? On peut jouer sur la hauteur de la taille, on peut jouer sur le nombre de pinces. Raconte-nous quelles sont les choses sur lesquelles on peut jouer qui font qu'un pantalon n'est pas exactement le même qu'un autre pantalon. Absolument. Alors, déjà, l'avantage d'un pantalon d'homme, c'est qu'on peut mettre des choses dedans. D'accord. Les femmes, c'est pas souvent le cas. Donc, il y a des poches. Premier point sont les poches côté. D'accord. Alors, elles sont prises dans la couture. On va montrer ça. Voilà. Voilà, la poche côté. Oui. Qui est là. Donc alors, en fait, elle est invisible quasiment puisqu'elle est prise dans la couture. La mienne ici, voilà, ça c'est une version, moi, en prêt-à-porter, je l'ai fait toute prise dans la couture. D'accord. À la verticale, en effet. Il existe une autre version qui est la poche légèrement en biais, oui. qui est peut-être plus commune, plus répandue dans le monde. D'accord. Et légèrement dans le biais, voilà, comme ça, en diagonale. Il existe une autre poche qui est la poche cavalier, c'est-à-dire que la poche de jean, elle est en arrondi. Et par contre, la poche cavalier chez les tailleurs, elle a plus une forme un peu biseautée droite. Toi, tu as pas mal, je crois que tu en as pas mal des pantalons comme ça. Hein, exactement. J'aime bien les biseautés droits. Voilà. Alors, parce que je suis peut-être à l'ancienne. Non, mais alors l'avantage des biseautés droits, alors James Bond dans les années 60, Sean Connery en portait beaucoup. Hein, mais c'est tombé un peu en désuétude. Il n'y a plus que les tailleurs pour en faire, mais ça se trouve pas beaucoup en prêt-à-porter. Moi, je la conseille la poche horizontale pour les gens qui ont des problèmes des grosses fesses. Voilà, et qui ont les poches qui ouvrent, tu vois, comme ça, qui font des oreilles. On va y revenir sur morphologie. Ça permet cette poche-là. Donc la première chose, c'est il y a la poche côté. Il y a la poche côté avec différentes versions. Ensuite, il y a la poche arrière. En général, il y en a deux d'ailleurs par une question de symétrie. On en a une de chaque côté. D'accord. Cette poche peut être à passepoil, double passepoil, un seul passepoil. Elle peut avoir un rabat. D'accord. Voilà, il existe différentes formes. Explique-nous ce que c'est un passepoil parce que je pense que tout le monde ne connaît pas le mot passepoil. Eh ben, c'est cette petite ligne de tissu. Voilà. Il y en a une et deux, donc il y a deux passepoils là. D'accord. Voilà. Donc c'est cette petite façon de faire la trouée en fait pour c'est ça, c'est plus joli tout simplement, c'est esthétique. Voilà, mais c'est aussi il y a une fonction de solidité aussi. Oui, et puis c'est technique parce qu'en fait quand si tu veux dans un morceau tout le monde peut faire l'expérience, si tu passes un coup de ciseau dans ce tissu, tu as juste deux morceaux de tissu à vif. Effilochés. Donc pour protéger ce bord de tissu, faut créer des passepoils en fait. D'accord. Un truc moche. Voilà, donc tu as les poches. Premier point. Ensuite, tu as éventuellement l'animation de la ceinture. D'accord. Alors en général, la plupart du temps, il y a des passants de ceinture. Comme ici. Voilà. Alors la grande majorité des gens aiment avoir des passants de ceinture. On appelle ça des boucles de ceinture, des passants de ceinture. Des passants de ceinture. Alors, en prêt-à-porter maintenant, c'est assez normé, on en met 6. D'accord. Après, les tailleurs pouvaient aller jusqu'à 8. D'accord. Sachant que les tailleurs, en grande mesure, en général, en cousent un au milieu du dos. Pile poil sur la couture, ce qui est très pénible à chaque retouche. D'accord. Donc, prêt-à-porter, on ne peut pas le faire. Parce qu'il faut découdre le passant avant de retoucher la ceinture. D'accord. Et puis, quand il y a donc là, c'est pour les gens qui aiment porter la ceinture. Voilà, exactement. Vous le savez, si vous regardez les discussions sur Arthur Alusé par un gentleman, moi, j'aime pas les ceintures, mais bon, là, c'est vraiment arbitraire. Je trouve que ça coupe vraiment la silhouette en deux. Et puis, je trouve surtout que c'est casse-gueule. Je trouve la ceinture casse-gueule. Mais bon, encore une fois, mesdames, messieurs, je n'ai rien contre la ceinture. Je préfère 1000 fois les bretelles ou les pattes de serrage que tu vas nous montrer. Voilà, pattes de serrage, autre option. Qui se développe pas mal, les gens aiment bien ça. Oui. Alors nous, au prêt-à-porter, on a essayé de développer beaucoup, on a fait des chinos à bride, mais en fait, ça prend pas. Ça prend pas, les gens veulent des boucles de ceinture. Sur les pantalons normaux sans pince, avec pince, c'est un peu différent. C'est une clientèle qui cherche un peu plus le look, qui est un peu plus raffiné et qui est prête tout de suite à avoir les ajusteurs. D'accord. Mais c'est vrai que sur la majorité, les gens préfèrent avoir une ceinture. Une ceinture. Ah oui, c'est voilà, donc je prêche dans le désert, je suis seul sur le sujet à essayer de convaincre tout le monde qu'il ne faut surtout pas porter de ceinture. Je ne dis pas ça, il y a des très belles ceintures, il y a de très bons artisans, il y a des gens qui font des choses très très belles. Et puis, personnellement, je ne suis pas fan. Et puis nous, quand on propose sur nos passants, alors nous, nos passants de ceinture, on essaye de les faire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils sortent. Hop, je vais essayer de mettre vraiment là dans le plan. Voilà, ils sortent de dessous la ceinture et ils rentrent dans la ceinture. D'accord. Pas cousu qu'au-dessus comme ça. J'ai compris. Et on met l'ardillon. Le petit, les gens me demandent qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est un ardillon. Et ça sert à bloquer la boucle de ceinture qui a, un pivot métallique qui s'appelle l'ardillon d'ailleurs, cette partie mobile. Et ça s'appelle le porte-ardillon. Et on le passe dedans, et ça bloque la ceinture. Là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Alors, tu as parlé
de pince. Là, exactement. Donc après la ceinture, il y a l'animation du devant du pantalon. Ouais. Le plus basique, j'ai envie de dire, c'est une finition droite. Voilà, front plane. Il n'y a pas tellement de mots en français. Pour le coup, on n'a pas de mots pour ça. Oui, on va dire droite, plat, voilà, plat. Alors on le dit par la négation, sans pince. Sans pince, exactement. Voilà. En fait, le pli qui est là, il est simplement marqué au fer. Ouais. Alors c'est une invention, le pli marqué au fer des années 1920, 1910. Parce qu'avant, on marquait les plis au fer sur le côté. Ah oui. Et comme les chinos de nos jours d'ailleurs, quand ils sont pliés chez Uniqlo, ils sont pliés par le côté. Exact. Donc c'est plutôt récent de faire le pli devant. D'accord. Donc pli marqué simplement au fer ou alors des pinces. Alors j'ai probablement une coupe, tiens, c'est toi qui l'as, c'est là. Voilà, une coupe avec une seule pince. C'est celui-là. J'adore, il y a plein de beaux pantalons devant. Exactement, il y a du choix là. Ouais. Voilà, coupe ça c'est une seule pince. Une seule pince. Alors il y en a deux du coup, il y en a une de chaque côté. Bien sûr. Voilà. Parce que alors dis-moi quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué. Il y a des fois des pinces, alors je ne sais pas si c'est le style international, qui vont vers l'extérieur, mais il y a aussi des gens qui font des pinces vers l'intérieur, alors qui se fait peut-être moins en prêt-à-porter. Mais moi j'ai des tailleurs italiens qui me demandent toujours si je préfère la pince vers l'extérieur ou la pince vers l'intérieur. Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Alors, j'avais fait une recherche pour le blog parce qu'on m'avait beaucoup posé la question et en fait, il n'y a pas de règle historique parce qu'on m'avait dit oui, la pince extérieure, c'est plutôt prêt-à-porter années 80. Ouais. C'est l'idée généralement partagée, c'est-à-dire que la pince sur le côté, enfin la pince qui regarde comme ça à l'extérieur, c'est plutôt pour le prêt-à-porter. Et il faut reconnaître qu'elle tombe mieux. Elle est plus facile. Elle est plus quand elle va vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Elle est plus universelle. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre pas quand tu as pris un petit peu de poids. Elle est plus fine. Et elle évite surtout que quand on s'assoit, il y ait beaucoup de gonflant au niveau de la braguette. D'accord. Ce qui est un peu... c'est pas très élégant. Voilà. C'est pas très élégant, mais les pinces intérieures, on se défausse quand on s'assoit, pouf, ça fait un gros volume. Ah bah oui, forcément, parce que ça s'ouvre. Ça ramène le tissu vers l'intérieur. Alors que là, ça nettoie le tissu vers les côtés. Donc, si tu veux, beaucoup de gens disent que c'est le prêt-à-porter italien des années 80, les grandes Cerutti, les grands Armani qui ont démocratisé ça, la pince extérieure. Moi, j'ai regardé finalement, tu trouves des photos des années 1920 avec déjà des pinces extérieures. Donc ça a toujours, de toute époque, on a fait les deux. Moi, j'aurais tendance à dire que vraiment, à titre personnel, je préfère quand elle est orientée vers l'extérieur. Je trouve que ça nettoie mieux le devant, notamment au niveau de la braguette. Ça fait plus plat. Ça fait plus joli. Après, il existe des deux pinces alors, donc. Oui, il existe deux pinces. Voilà. Ouais, il y en a un là qui est aussi. Alors lui, il est orienté. Nous, on l'oriente vers l'intérieur. Ah tiens, tu vois, oui, exactement. Alléluia. On l'a travaillé de sorte que ça marche aussi. D'accord. Voilà. Mais parce qu'après, il y avait un style. C'est plus looké aussi, la pince intérieure. Donc, c'est-à-dire, il y a des avantages en termes d'anatomie ou de tombée, mais après, c'est vrai qu'en termes de style, chacun va midi à sa porte. Certains préfèrent à l'intérieur, certains d'autres préfèrent à l'extérieur. J'imagine que la grande majorité des gens préfèrent des choses sans pince. Alors oui, moi je vends beaucoup plus de mes deux coupes principales, la S1 et la S2, on les vend plus sans pince. Sans pince. Ouais, absolument, avec passant de ceinture. Mais je t'ai dit, c'est vrai que les gens, dès qu'ils recherchent un petit look... Un truc un peu plus stylé. Voilà. Alors, ma question est, maintenant parlons des tailles, parce qu'il y a un grand débat. Est-ce qu'on doit porter un pantalon taille haute? Est-ce qu'on doit porter un pantalon taille basse? Est-ce qu'on doit porter au niveau du nombril? Est-ce qu'on doit porter au-dessus du nombril? C'est un débat qui est sans fin, parce que d'abord, il n'y a pas deux corps humains qui se ressemblent, et deux, surtout, c'est une question de goût, j'imagine. Quel est le marché aujourd'hui? Enfin, d'abord, toi, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, j'imagine c'est en fonction de la morphologie. Oui, complètement. Je conseille vraiment par rapport à... ce que je ne veux pas, c'est quelqu'un s'habille d'une manière que mentalement, il rentre pas bien dedans. C'est déjà une question de mental, parce que quelqu'un qui n'a pas idée d'un pantalon taille haute va mal le porter. Donc déjà, il faut que dans la tête, le cheminement soit bon. Tu vois. Après, il y a l'anatomie. Les hommes ont tendance à avoir un peu de ventre, un peu de bas-ventre en plus. Tu sais, juste ce tout petit... Ah, on sait très bien. C'est exactement là que ça se fiche. Hein. Voilà, exactement. Et malgré tout ce que tu peux y faire, bon, moi, en ce moment, ça va. J'ai la chance, en ce moment, je suis assez fit. Mais il n'en reste pas moins vrai que si je me laisse aller comme nous allons nous laisser aller ce soir, mon cher Julien, je te l'annonce tout de suite. J'ai acheté notamment un très bon fromage, un très bon brie à la truffe noire. Oh, très, très bien. Voilà, avec un joli vin d'Irancy, puisque nous sommes tout près de la région. Je pense que malheureusement, ça va directement à cet endroit. Oui, exactement. Ça fait partie de... c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Donc, oui. Et là, mais là, du coup, je pense que inévitablement, le
Pourquoi le pantalon taille basse, enfin qui n'est pas vraiment une taille basse, parce que vraiment le taille basse, c'est un zip de 5, 6, 7 cm que les filles portent. Mais ça n'existe pas chez l'homme. Aucun homme, j'en ai déjà vu, cela dit, sur certains jeans. Alors c'est vraiment moche parce qu'il faut quand même qu'on mette nos bijoux de famille quelque part. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc les zips de 5-6 cm, c'est juste épouvantable. Donc ça, c'est vraiment un très taille basse. Mais si tu veux, un pantalon mainline que tu peux acheter chez Hugo Boss, par exemple, il a été taillé de sorte d'être un petit peu à cette taille naturelle, c'est-à-dire bloqué sur la hanche, sur le côté, et qui descend juste sur le ventre. Tu vois, parce que c'est ce qui va le plus de monde. Un jean coupé chez Jacob Cohen, c'est cette coupe-là, ou chez Diesel. C'est-à-dire, tu es un peu pris sur les reins derrière, ça passe juste sur l'os de la hanche sur les côtés, et ça descend juste sous ce petit ventre. Tout simplement. Alors, je sais, il y a des gens qui vont peut-être crier là devant leur écran. Oui, Julien Scavini conseille des pantalons taille basse comme ça, c'est épouvantable. Oui, je sais. Mais c'est c'est pas épouvantable. C'est ce qui va sur le sujet. Voilà. Je suis avec toi sur le sujet. Alors moi, je porte. Alors, c'est peut-être parce qu'en ce moment, je suis particulièrement en forme, mais j'ai jamais été un grand fan des pantalons de taille très haute, qui, tu le sais, sont assez prisés dans notre petite communauté. On va en parler aussi. De sartorialistes. C'est très joli. D'ailleurs, j'ai un pantalon relativement taille haute aujourd'hui, de chez Scavidi. On va vous le montrer tout à l'heure. Mais j'ai jamais été un grand fan. Et moi, je trouve que tu as dit la seule chose qui est bonne à te dire sur le sujet, et je me bats depuis je peux dire plus d'une décennie sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de règles là-dedans. Il y a quelques, on va dire, points de repère, conventions, points de repère quand même, mais c'est surtout votre œil et votre sensation qui compte. Parce que si vous mettez un pantalon taille haute et vous avez l'impression de porter une couche culotte, ça ne va pas fonctionner. Non. Si à l'inverse, vous avez beaucoup de ventre et vous mettez un pantalon beaucoup de taille trop basse, eh ben, le ventre il va passer un peu par-dessus. Donc c'est juste du bon sens et utilisez vos yeux. Mais je suis assez d'accord avec toi que finalement les tailles très hautes, hormis les gens qui sont très impliqués dans cette communauté, qui veulent double pince avec un truc un peu à la Gatsby, un truc très haut, etc. Alors tu en as un ici, un pantalon qui est taille haute ou pas? C'est le double pince, nous on le fait pas trop taille haute, on le fait plutôt slim fit, pas trop taille haute. Mais celui-là, le une pince, avec pas de prolongé, c'est-à-dire c'est encore un petit détail, c'est une petite fantaisie au niveau de la ceinture. Voilà, c'est-à-dire que la patte de ceinture, si tu veux, elle va loin. Voilà, ça, c'est un pantalon de taille haute, très joliment, ça se voit tout de suite. Exactement. Oui, de toute façon, on peut le voir à la hauteur du zip. On est à une vingtaine de centimètres, 18-20 là, probablement. Il suffit simplement de mesurer le zip. Pour moi, en fait, taille haute, c'est quand tu arrives juste au nombril. Voilà, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, c'est là où le ventre sur un corps d'un jeune homme, ou alors d'un type de cinquantaine très, très entretenu, c'est là où le ventre fait juste le creux. Là où, en général, les coudes, quand tu te mets devant le miroir nu dans ta salle de bain, c'est là où les coudes se calent. C'est-à-dire là où juste tu as le creux du ventre. Un pantalon taille haute, ça correspond à peu près au nombril. Si tu arrives à le caler là, parce que tu es svelte, parce que tu as aussi, ce qui n'est pas mon cas, mais des abdos en béton, comme on regarde, si tu regardes Sean Connery dans les vieux James Bond ou Roger Moore, voilà, ils sont sveltes, ils ont un ventre, ils font du sport encore à l'époque, et c'est-à-dire leur pantalon, il est au nombril, sans bretelles, il tient très bien. Seul défaut de ça, c'est que quand tu t'assois, tu étouffes. Parce que le ventre, alors sauf si, encore une fois, tu as des gros abdos bien faits. Mais normalement, si tu portes vraiment taille haute, t'étouffes. Donc, le seul moyen pour moi de porter un pantalon qui arrive au nombril, c'est d'avoir des bretelles. Parce que sinon, inévitablement, il va tomber un peu dans la journée. Et alors, il n'y a rien de pire que de voir des types remonter. Et se refourguer la chemise dedans. Tu as dit impliqué, j'ai trouvé le mot vraiment juste. Parce que si quelqu'un est impliqué dans son style, ok, il va pouvoir le porter bien. Parce qu'il va faire attention. Il peut le porter sans bretelles, éventuellement. S'il le remonte bien, tu vois, il est attentif toute la journée. Mais il n'y a rien... En fait, je veux dire, en tant que professionnel de la vente, de ça, je trouve qu'il n'y a rien de pire que celui qui n'adapte pas son discours ou ses coupes aux clients. Ça se faisait avant. Je connais un vieux tailleur, il habille tous ses clients avec le même pantalon taille haute. Parce que c'est la seule façon qu'il sait faire. Et est-ce que le type est du bide, pas de bide? Ah, si le type a du bide, il va dire « Ah, vous avez qu'à mettre des bretelles ».
Et le type, il n'a pas envie de mettre de bretelles, il va pas mettre de bretelles. Alors il va juste se retrouver avec un bénard qui tombe et c'est moche. Ouais, c'est pas beau. Je préfère, moi, 100 fois quelqu'un qui porte un pantalon juste à la hauteur où il faut et qui a une allure, plutôt qu'un pantalon trop haut, voilà, qui Alors, rien. Tu as dit le mot, pour moi, qui est le mot le plus important peut-être de notre discussion, c'est le mot allure. Parce qu'après tout, aujourd'hui, encore une fois, quand on essaye de sortir du survêtement, du jean ou de tous ces pantalons. Alors, encore une fois, j'ai rien contre le jean. Moi, je porte relativement fréquemment le jean et j'aime bien ça. Quand il est de qualité et bien coupé. La coupe, c'est quand même la base de tout quand on veut parler d'élégance masculine. Mais en termes d'allure, alors, raconte-nous quand même rapidement, il y a 2-3 choses que j'aimerais que tu nous dises sur les pantalons Scavini, puisque là on va maintenant focuser sur ton produit littéralement. Mais merci donc pour toutes ces informations extrêmement précieuses pour nos abonnés. Donc, toi tu proposes combien de coupes différentes et en deuxième question, mais je te relancerai dessus, c'est quels sont les 3-4 conseils que tu as envie de donner en fonction des morphologies des gens et quelle coupe chez toi s'adapte mieux à quelle morphologie. Mais j'ai vu que tu parles de S1, de S2, donc comment ça s'organise chez toi? Eh bien, en fait, tout simplement, j'ai essayé de faire des coupes. Alors, on a 2 coupes, on pourrait dire, qui correspondent à la morphologie d'abord. La coupe S1 et la coupe S2. Ce sont des coupes sans pince qui ont des passants de ceinture. Cette coupe-là, la S1 est une coupe plutôt semi-slim, donc plutôt proche de la jambe, plutôt dans l'air du temps. Et la coupe S2 est une coupe plus classique, un petit peu plus anglaise, comme tu pourrais trouver chez Hackett ou chez Ralph Lauren. Avec une jambe un peu plus full, comme on dit, un petit peu plus de gras. Exactement. Tout à fait. Que souvent, les jeunes n'aiment pas beaucoup. Ils sont là avec la main en train de regarder derrière la cuisse, tu vois, s'il y a du tissu en trop. Donc ça, du coup, on les oriente vers la coupe S1. Donc, si tu veux, ces 2 coupes, elles sont adaptées de base à des morphologies. Ensuite, la S3 et la S4 sont des coupes d'allure, on pourrait dire. Parce que la S3, celle qui est la marron ici, est une coupe à une pince taille haute. Donc là, c'est un sujet très spécifique. Et la S4 est une coupe à 2 pinces, un peu plus slim fit. Voilà, un peu plus correspondant à la coupe 1, si tu veux. C'est un dérivé. Mais si tu veux, comme ces 2 coupes, elles ont des ajusteurs, elles ont des pinces, ce sont des questions de style. Donc, moi, je les traite, dans les 2 collections que je fais par an, automne-hiver puis printemps-été, je travaille sur la S3 et la S4 des tissus un peu plus typés. Tu vois, ici, on a un tissu laine et soie. D'ailleurs, très joli. C'est un vintage de chez VBC. Avec une espèce de moucheté à l'intérieur. Comme un tweed de Négal, exactement. Ce que j'ai trouvé beau. C'est les vintage de VBC, les 2 d'ailleurs. Donc, tu vois, j'achète des tissus qui ont un peu de personnalité. Parce que c'est ce que le client va venir chercher. Avoir un pantalon looké. Pas le gris du travail, tu vois, pas le simple. Donc, S1, S2, S1 classique, un peu plus slim. S2 avec un petit peu plus de jambes, on pourrait dire. S3, là, on est sur taille haute, donc ça serait la plus dandiesque, on pourrait dire, ou la plus... C'est celle que tu portes aujourd'hui. La plus sartoriale. Oui, exactement, tout à fait. Et tu as S4 qui est un petit peu un compromis entre les deux. Un peu plus petit womo, si tu veux, la S4. Un tout petit peu plus carotte, comme ça, dans sa coupe. D'accord. Un peu plus dans l'air du temps. Et puis, j'ai la coupe Gourka, qui est le dernier, qui est là-bas. C'est un pantalon de velours côtelé, exactement. Ça revient un petit peu. Le Gourka, oui, alors exactement. C'était vraiment... c'était le pantalon de papa, ça, moi. Oui, c'est vrai, il en avait. Bien sûr, papa, il portait des pantalons. Mon père, il avait 20 ans dans les années... il est né en 39, il est décédé en 2019, mais il avait 20 ans en 59, tu vois, donc il était en 70, tu vois, il portait des Gourka. Alors, le Gourka, c'est une forme très complexe. Ah ouais, c'est pas... Alors, c'était pas un Gourka, je parlais juste de la matière. Ah oui, exactement. Le velours, oui, tout à fait. Bien sûr. Ça, c'est une bonne vente pour moi, le velours côtelé blanc cassé. C'est d'hiver, du coup. Mais alors, tu mets ça avec une veste de tweed, c'est formidable. Donc, ça s'appelle Gourka. Alors, le Gourka, absolument. Très en vogue sur les blogs de sartorial. Tout à fait. Les blogs sartoriaux, pardon. C'est ultra compliqué à fabriquer, c'est pour ça que j'ai mis longtemps. Parce que tu as une double ceinture, tu vois, dont celle qui est dessous, elle traverse la ceinture extérieure. Tu vois, pour venir, tu vois, il y a un trou. Pour venir s'ajuster dans la bride sur le côté. Et la ceinture ici, tu l'ajustes dans l'autre bride. Ceci étant, le rendu au niveau du mais c'est classe, c'est joli. Oui. Ça a beaucoup d'allure. En fait, c'est vraiment... Alors, pour le coup, c'est un taille haute, double pince, donc c'est une coupe plutôt opulente, qu'on a quand même essayé de fitter un peu au niveau cuisse et genoux pour pas que ce soit trop grand. Mais ça, voilà, c'est au niveau de la ligne, quand tu portes l'été ou même l'hiver, tu portes ça avec une chemise
juste, tu vois, c'est un testament de style déjà, tu vois, c'est un témoignage de style, je veux dire. Hein, parce que tu as beaucoup de style là-dedans, d'allure. Ouais. C'est très présent. C'est-à-dire que j'essaye aussi que le pantalon soit plus cette pièce mal aimée qui est un peu le truc que tu comprends, tu vois, à la dernière minute. Bien sûr, bien sûr. Non, le pantalon est... D'ailleurs, même chez le tailleur, des fois, puis tu dis, puis évidemment, un pantalon, deux pantalons. Voilà, et là, tu discutes... Tu passes des heures sur la veste, mais alors le pantalon, tu fais ça un tout petit peu. Donc le modèle Gourka, c'est vrai qu'en ce moment, ça fait un peu fureur. Alors, j'imagine que c'est pas une très très grosse vente chez toi, si quand même. Non, mais c'est un produit à forte valeur ajoutée et on le vend cher parce qu'on le fabrique pour très cher. On le fabrique. Alors, tous les autres pantalons, je les fabrique chez un bon façonnier en Roumanie, mais le Gourka, je le fais au Portugal. D'accord. Parce que trouver l'atelier qui sait le faire, c'est pas évident. Pour qu'il soit bien fait aussi. Parce que si c'est pour avoir... Parce que des Gourkas, t'en trouves maintenant de moins en moins cher tellement c'est à la mode. Franchement, pour que ce soit bien ajusté et que les petits ronds, là, les petits œillets correspondent aux boucles sur les côtés, que ça ne fasse pas trop grand, à caler, c'est très compliqué. Donc, voilà. Alors, donne-nous une idée, parce qu'on n'a pas parlé de ça depuis le début, comme quoi, tu vois, nous ne sommes pas là uniquement pour cela. Donne-nous une idée du prix, parce qu'on parle de ça là depuis presque une heure, plus d'une heure maintenant, mais on n'a pas parlé de prix du tout. Donc, chez Scavini, donc là, on est en prêt-à-porter, tout ça est accessible en ligne. Donc, les gens... Alors... Il faut quand même, au niveau de la taille, ça va, ils arrivent à avoir des tailles relativement standards, mais de toute façon, ils sont retouchables, ces pantalons, tout à fait, il y a un problème. Sûr, exactement, oui. Bon, alors, parle-moi un petit peu des gammes de prix. Ça coûte combien de pantalons chez toi? Alors, on essaye d'être dans la catégorie premium, sans être trop luxe. Je n'ai pas voulu être dans le pantalon à 300-400, ce qui est très facile à faire en trouvant des ateliers italiens. Bien sûr. Mais je ne pouvais pas, parce que moi, je me dis que ça vaut quand même un petit peu moins cher un pantalon. Le chino, je suis à 110 €. Ah oui, c'est pas cher. Toutes les collections de chino. Après, alors, quand tu dis chino, ça veut dire... C'est-à-dire les pantalons coupés en coton. Voilà. Coton d'Angleterre. Comme celui que tu as là. Voilà, exactement. Ça, c'est un chino. Tiens, montre-le à la caméra. Ça, c'est le chino basique. Exactement. Là, on est vraiment... Alors, pour moi, quand je regarde ça, je vois un Américain. Oui, ils portent tous ça. Avec un blazer bleu. Exactement, avec un blazer bleu, une ceinture et puis des penny loafers. Exactement, carré aux États-Unis. Oui, carré. Et le loafer 180 de chez Weston, s'ils ont du goût, ont du goût, le loafer 180 de chez Weston. Sans ça, un loafer de chez Alden. D'ailleurs, c'est plutôt joli aussi. C'est déjà mieux. Ouais. Donc ça, je vois un Américain. D'accord. 110 €, ça, voilà. Ensuite, les flanelles. Alors, les coupes à pince sont un petit peu plus chères parce qu'on produit moins de volume. D'accord. Voilà, donc ils sont un petit peu plus chers que les coupes à passant de ceinture sans pince. Mais après, du coup, les flanelles, 130, 140, 150. Tu vois, d'accord. Donc, en gros, on est entre 110 et 150 €. Après, le Gourka, une pince taille haute, là, dans les belles matières, les beaux vintage de VBC, on peut vite arriver à 230, 250. D'accord. On essaye de pas trop aller plus loin, quand même. D'accord. Voilà. Donc, on est quand même dans... Tu dis le premier, on est dans le luxe accessible entre guillemets. On pourrait dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le super luxe, comment dire, inaccessible qui bien souvent se justifie pas trop. J'aurais pu lancer une marque, à 400 ou 500 balles le pantalon. Mais c'est pas du tout le même démarchage. Du coup, ça repose moins sur un site internet. Il faut mieux avoir une boutique avenue Montaigne. Enfin, c'est pas du tout la même démarche après. Exactement. Sachant qu'on essaye de faire des intérieurs, tu vois, c'est joli. élégant. Montre ça. Voilà. C'est un vrai travail. C'est fabriqué. Tout ce qu'on appelle ça les hausses de ceinture, on les fabrique en Italie chez FVL, qui est un énorme groupe. Voilà. Donc montre-le face caméra. C'est le tissu, tu vois, des fonds de pantalon, c'est 100% coton, toile non teintée. D'accord. C'est vraiment presque de la toile à patronage, plus douce quand même. La ceinture, on met un peu d'Oxford au milieu. Voilà, tu vois, on met un petit point cellier. Voilà, on essaye de faire les choses bien. Un petit V d'aisance à l'arrière pour donner un peu de souplesse. Les boutons de bretelles sur la plupart des pantalons. Il y a même un V d'aisance sur le kaki. Oui, tout à fait. On essaye de faire ce qui nous pose des problèmes. Et tu sais, quand on veut bien faire, moi je veux toujours bien faire, et puis à la fin, ça se retourne des fois. Quand tu veux bien faire, ça se retourne des fois. Tu vois, on essaye de faire un truc qui, moi, je trouve très fin et que les Italiens ont mis au goût du jour. Ça s'appelle un point AMF. C'est-à-dire qu'au niveau de la braguette, que tu vois là, il y a une surpiqûre. C'est-à-dire que ce n'est pas une grosse couture. Voilà. Alors, le point, c'est plus fin. Alors, il a deux défauts. Il peut se casser et partir. Bon, alors, mais c'est 3 minutes à n'importe quel retoucheur à refaire. Et puis, de temps en temps, les points, ils peuvent tirer un peu. Alors, ça crée des petites vagues. Alors, du coup, on se prend la tête avec des clients pour ça. Et bon, on veut bien faire, tu vois. Sinon, on fait une couture machine et comme tout le monde, c'est plus simple. Évidemment. J'essaye d'aller un peu loin dans le détail. Super. Voilà. Écoute, voilà un tour d'horizon donc du pantalon. Alors, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Maintenant, si tu avais quelques conseils, comme disent les Américains, in a nutshell.
C'est-à-dire, si tu devais résumer, ok, alors, si j'ai une morphologie, comment dire, je picole un petit peu trop de bière, je mange un peu trop de pizza, je regarde un peu trop le football à la télé. Regardez le rugby, c'est mieux. Je rigole. Enfin, je rigole pas d'ailleurs. C'est beaucoup mieux. J'ai tendance à... Oui. Tu vois, je te fais pas un dessin, c'est assez peu grand. Qu'est-ce que je dois, comme je suis sur l'internet, je suis sur le site de Scavini Pantalon. Vers quoi tu me conseilles d'aller? Ou qu'est-ce que tu me conseilles d'éviter? Alors d'éviter, ce qui est certain, c'est la mode que tous les jeunes veulent, mais ça vraiment, pour le coup, j'ai envie d'éviter, que les gens évitent. Oui. C'est un pantalon qui est un collant. C'est-à-dire que je trouve vraiment laid quand le cul est totalement marqué, la cuisse prise, et que juste quand on a un bas à 16,5, 17, je trouve ça absolument ridicule. Je trouve ça... Tu veux dire le truc ultra slim? Oui, non, mais c'est voilà. Il faut juste ouvrir les yeux, c'est pas beau. C'est pas beau, ça tombe pas bien. Ça à 18, 20 ans, sur un joli garçon, très court, bon d'accord. Mais bon, passer à un moment donné, quand on commence à travailler, avoir un peu de ventre et tout, bon, vaut mieux éviter, je trouve, moi. Alors, quand on a les fesses plates, c'est encore pire d'ailleurs, pour le coup. Donc, se fier un peu à du bon sens. Un pantalon, ce n'est pas un collant. Surtout, en tout cas, moi, mes pantalons n'ont pas d'élastane, donc ils n'ont pas cette capacité à mouler le corps. Voilà. Après, se faire confiance et ne pas surjouer son rôle, tu vois. Tu disais, si quelqu'un a toujours l'habitude de porter taille haute et n'hésite pas avec des bretelles pour une question de look, ok, donc on peut écouter, on peut porter taille haute, très bien. Si quelqu'un est moins sûr de lui, c'est vrai que la coupe S1 ou S2, suivant le volume de cuisse, sera préférable, simple. En fait, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que le jean, ça a été très les années 2000, 2010. Je pense que les jeunes ont un tout petit peu fait le tour quand même. Oui, c'est vrai. Surtout que tu trouves de moins en moins de jeans, ou alors il faut le payer très cher. C'est vrai. Voilà. C'est devenu presque un objet de spécialiste maintenant. Et puis il y a des tarifs qui sont hallucinants. Voilà, c'est ça. Alors si tu veux, du coup, il y a eu le chino, qui est depuis, moi je dirais 10 ans, mais peut-être un peu moins en France, a vraiment pris un essor. D'accord. On le voit d'ailleurs, même la marque Dockers, tu vois, qui était quand même petite en France. Maintenant, ils ouvrent des boutiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment, les gens ont un peu soupé du jean. Donc le chino est un peu plus dans l'air du temps, c'est quand même ma meilleure vente, moi, le chino de coton. Bien sûr. Donc, déjà commencer avec un beau chino, repassé, propre, pas dégueulasse. Et avec une paire de souliers propre et une jolie chemise. Voilà, c'est la base. Voilà. Déjà. On commence avec ça. Et puis après, une fois que le chino, il y a le marine, il y a le beige. À ce moment-là, une flanelle. L'essentiel après, une pantalon de flanelle. Un pantalon de flanelle, ça marche toujours bien. Oui, exactement. Ça marche tout à fait. Moi, je dois dire que j'en ai un que pendant un moment, je n'aimais pas. C'était un anthracite, je n'aimais pas le mettre. Je l'ai fait refitter un tout petit peu. Puis je suis parti à Vienne l'hiver dernier. Ça caillait juste avant qu'on confine, juste avant que ce truc arrive. Quand il fait froid à Vienne, ça il fait vraiment froid. Mais tu vois, j'étais avec un pantalon de flanelle, j'avais une paire de sneakers Adidas, parce que j'étais parti de la boutique. Et j'arrive à Roissy avec des mocassins à pompons. Je me dis, oh merde. J'ai passé 3 jours à Vienne, j'ai pas d'autres chaussures. Alors, du coup, j'ai fait tout Roissy pour trouver. J'ai fait les boutiques qui allaient dans le. Et chez Adidas, j'ai trouvé une paire de sneakers noirs. Je me dis, allez, avec un pantalon de flanelle noir, ça ira très bien. Et j'ai fait le week-end, tu vois, comme ça, mais sur un nuage, tu vois. Chaud, moelleux au niveau du pantalon, confort dans la chaussure, parfait. Donc, pantalon de flanelle, je pense que c'est l'étape d'après. Et puis, encore après, pour l'été, moi, j'ai envie de dire un très beau lin ou un très beau mélange de laine froide, tu vois. Mais étape par étape. De toute façon, le pantalon universel pour toute l'année, pour le coup, je suis d'accord avec toi, il n'existe pas tout à fait. Non, et surtout, il y a aussi une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire une courbe d'acceptation, une courbe de... Nous, on parle beaucoup d'échelle d'apprentissage sartorial pour les gens qui nous suivent. C'est-à-dire, allez-y doucement, commencez par des choses classiques et surtout dans des choses dans lesquelles vous vous sentez bien. Et puis après, petit à petit, si vous avez envie d'aller vers une pince un peu plus taille haute ou 2 pinces pour être un petit peu plus... Là, c'est un autre sujet presque. C'est-à-dire que le pantalon et votre tenue devient
une préoccupation, pas dans le sens négatif du terme, vraiment un investissement de temps et bien souvent d'argent, puisque ces pantalons sont plus compliqués à faire et plus difficiles à fitter. Bon, voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile. Donc, le site internet, il y a un site spécifique pour les pantalons. Scavini.fr. Donc, et il y a 2 entrées. Il y a l'entrée tailleur et ton blog est aussi intégré. Et il y a la 3e entrée et la 4e pour une petite veste Lamaubourg, une petite veste qu'on fait aussi. Oui, vous faites une petite veste, un petit peu une veste de travail. En fait, exactement, tout à fait. Ouais. On essaye de faire quelques petits compléments aussi qui sont pas de la mesure. Mais le cœur de ton truc là, en termes d'activité, le pantalon, c'est devenu plus important que le reste pour toi? On est encore en termes de volume d'affaires, de chiffre d'affaires, on est encore en dessous de la mesure. Cela dit, à cause du Covid, ça ralentit la courbe de croissance des pantalons, mais il est possible que d'ici l'année prochaine, voire dans 2 ans, le chiffre d'affaires des pantalons soit plus important que celui de la mesure. D'accord. Merci Julien de ta visite, c'était formidable de passer cette petite heure, ou cette grosse heure d'ailleurs, ensemble. C'est toujours un plaisir d'être tous les deux. On ne voit pas souvent, donc on papote comme des vieilles commères, parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Exactement, beaucoup. Je pense que c'était, mesdames, messieurs, j'espère que c'était intéressant pour vous. Voilà, donc scavini.fr. Il y a différentes coupes, on vous a parlé des tissus, j'espère que ça vous a aidé à y voir un tout petit peu plus clair dans ce monde obscur du pantalon masculin, mais pas si obscur que ça, hein, quand on a compris les poches, quand on a compris la ceinture, Ah oui, dernière question, est-ce que je vais me faire tuer? Les revers, est-ce qu'il faut faire des revers ou est-ce qu'il ne faut pas faire de revers? Alors, comment puis-je oublier ça? Alors, les jeunes aiment beaucoup les revers en ce moment, c'est à la mode. Oui. Et tous les messieurs qui ont passé 40 ans croient que c'est ringard. Ah bon? Partant de là, voilà. Mais il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle, on est bien d'accord. Moi, j'ai fait 0 revers. Alors moi, je faisais mes petites revers avec une petite encoche. J'embêtais mon tailleur à faire une petite mouche brodée. Enfin, moi, on n'a vraiment que ça à faire. Mais moi, j'ai plutôt tendance à faire des revers en ce moment parce que je suis allé beaucoup en Italie, tout simplement. Et les Italiens, ils aiment les revers. Donc, pas de règle, encore une fois, sur le sujet. La seule chose que moi, je peux peut-être vous dire sur le sujet, c'est que je pense qu'un revers est un tout petit peu moins formel qu'un pantalon sans revers. Un pantalon sans revers peut être un tout petit peu plus formel ou business, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, qu'un revers. Un revers, ça je vais vous dire une atrocité française, ça le casualise, parce que ça le décontracte, c'est un peu difficile à dire, ça le rend un tout, mais ce n'est encore une fois qu'à mon avis. Voilà, cette fois c'est la vraie conclusion, on va regarder la caméra centrale, je vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci Julien pour ta visite, c'est génial de t'avoir. Et donc scavini.fr, coupe S1, S2, S3, S4, c'est assez facile à comprendre et je vous invite, alors pas forcément à acheter chez Julien parce que c'est pas le but de cette émission, mais en tout cas, portez des beaux pantalons, essayez autre chose que le jean et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe quasiment tout le temps, c'est que vous allez déclencher des compliments. Parce que voir un garçon ou un homme dans un beau pantalon avec une belle paire de souliers ou de mocassins et juste une belle chemise blanche, par exemple, ou une chemise avec un motif, et ben d'un seul coup, vous n'avez pas besoin d'aller tout de suite faire des costumes sur mesure pour être chic et bien vous habiller. Et je pense que ça peut, comme disent les Américains, payer de gros dividendes dans la vie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Discussion Sartoriale. D'ici là, ne vous laissez pas aller, même si vous télétravaillez, faites l'effort de vous habiller, mettez des jolis pantalons, des jolis souliers, des jolies chemises, et à très bientôt mes amis, au revoir.